nous prendrons 15 minutes. Oui, allô. Alors, je pense qu'il y a eu un décalage dans le démarrage. Donc, merci à tous de nous rejoindre pour cette session du troisième trimestre cybercrime tactique et technique. Troisième trimestre. C'est une session que nous réalisons de manière régulière en France, mais également ailleurs où Malwarebytes est présent, c'est-à-dire en nombre de pays dans le monde. Je suis José Fernandez, directeur des ventes chez Malwarebytes, et pendant ce webinaire, je serai votre hôte et la personne avec laquelle vous pourrez interagir pour des questions-réponses. Mais avant de commencer, donc, je vais aborder quelques aspects techniques, des questions-réponses que vous pourrez nous soumettre au travers d'une session en fin de webinaire de 15 minutes. Et puis tout au long du webinaire, si vous voulez nous soumettre tout de suite vos questions, vous avez la possibilité de le faire sur la boîte Q&A pour les questions et nous l'envoyer en cliquant envoyer, et comme ça nous pourrons vous répondre même au fil de la session. Alors ce webinaire sera enregistré, ce qui vous donnera la possibilité de le consulter à nouveau quand vous le souhaitez. On vous enverra le lien pour ça. Le sujet du jour et le contenu est rendu possible grâce au travail de notre équipe de renseignement et de recherche sur les menaces. Si vous allez sur notre site, vous retrouvez leur intitulé qui est connu, Malwarebytes Labs, qui a déjà été primé plusieurs reprises ces dernières années. Alors d'une part pour la qualité et le sérieux des informations qui sont publiées et qui sont partagées sur le blog Malwarebytes, et puis également d'autre part pour la qualité du travail réalisé par nos ressources techniques de chercheurs. Derrière la technique, il y a toujours des hommes, et c'est le cas dans ce contexte. Je suis également ravi aujourd'hui de vous présenter donc notre conférencier qui est Nicolas Sterkmans, directeur technique chez Malwarebytes. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de le rencontrer si vous êtes partenaire, société de service ou une entreprise de toute taille lors de nos événements de présentation et de démonstration de nos solutions. Il intervient également de manière régulière pour commenter l'actualité sur les cyberattaques et porter la vision technique de Malwarebytes auprès de la presse spécialisée. Donc le contenu principal de ce webinaire, c'est Nicolas qui va vous le délivrer au travers de la toute dernière actualité que l'on a pu relever sur ce troisième trimestre 2017. Nicolas, tu nous entends, je vais te passer la main et puis je la reprendrai en fin de webinaire. Oui, bonjour. Merci à tous de vous être connectés de si bonne heure ce matin. Merci pour cette introduction, José. Donc, nous allons voir aujourd'hui les différents éléments qui ressortent de notre étude de cybercrime et technique pour ce troisième trimestre. Donc, moi, je suis directement issu du milieu de l'IT depuis déjà quelques années, en ayant été à différents postes me permettant de pouvoir travailler avec énormément d'éditeurs de la sécurité. Et je vais vous expliquer aujourd'hui ce qu'on va pouvoir voir au niveau de ce webinaire. Alors bien entendu, vous avez la capacité de télécharger notre étude complète sur notre blog Malwarebytes ou sur notre site web directement. Alors, jetons un petit coup d'œil au sommaire et ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons d'abord aborder, pas forcément tout dans les détails, mais nous allons voir un petit peu ce que l'on a mis au sommaire de ce séminaire. Alors, toujours au top de l'actualité, les ransomware, qui continuent à être une calamité pour les entreprises et les particuliers, avec des nouveaux players sur ce marché plus ou moins lucratif. Nous allons l'évoquer après, et nous allons évoquer les changements de cette domination dans le paysage des menaces. Les Mac, bien entendu, cible de plus en plus intéressante pour les cybercriminels de manière générale.
plus particulièrement sur tout ce qui va tourner aujourd'hui autour de fraude publicitaire. Ensuite, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, quelque chose qui a fait pas mal de dégâts, alors surtout concernant l'Europe ces derniers temps avec le trojan bancaire Emotet. Il avait déjà été vu l'année dernière de manière assez vaste aux US, donc nous indiquerons pourquoi il faut faire attention à ce nouveau trojan bancaire. Puis les exploit kits, RIG, qui continuent à être largement utilisés. Ils sévissent encore ces jours-ci et il y en a quelques autres. Nous discuterons de ce qu'il fait et pourquoi il est toujours le roi au niveau de son utilisation. Ensuite, on va voir tout ce qui est arnaque au faux support technique, donc plus communément appelé tout ce qui est scammer ou scamming, qui aujourd'hui commence à cibler de manière internationale beaucoup plus d'utilisateurs. C'est quelque chose que tout le monde a dû déjà rencontrer une fois dans sa vie. On a une très très grosse progression en septembre et en octobre sur le marché français et on voit qu'il commence à cibler de plus en plus de pays anglo-saxons. Donc on va voir toute cette partie concentration au niveau des langues. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très utilisé, le ciblage des pays au niveau des menaces. Ensuite, on va voir tout ce qui est les adwares potentiellement indésirables. Donc en fait, c'est tout ce qui communément est appelé PUP, donc tout ce qui va être programme potentiellement indésirable, tout ce qui est en fait contenu dans des bundleware, donc qui sont des nouvelles techniques qui vont viser à avoir, sur les plus malveillants, carrément avoir la capacité de désactiver vos solutions de sécurité et à les rendre inopérantes. Et on va voir comment on arrive à flouter Windows. Et enfin, nous parlerons de la violation des données que l'on a vu il y a quelque temps, avec notamment Equifax qui a touché plus de 140 millions d'enregistrements qui ont été volés à cette entreprise. Donc ça reste toujours un fait très marquant, le vol de données au niveau des entreprises. On l'évoque assez souvent, les délais de détection d'une faille au sein des entreprises, on va voir ça à ce niveau-là. Donc, la première chose, un ransomware plus ou moins connu, nous allons commencer de parler de Globe Imposter. Pour changer un petit peu des classiques Cerber, Loki, qui sont des grands noms, Globe Imposter a été très fortement distribué au cours du troisième trimestre. Il tire son nom de son père Globe, Ransomware, qui a été très populaire et observé dans le passé. Et on reprend un grand nombre de ses fonctionnalités. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des méthodes d'encryption Blowfish. Le virus semble être très acerbe car il crypte de plus en plus de fichiers après chaque redémarrage du système, voire même plus des fichiers documents, mais carrément des programmes. Il va même être capable d'avoir ces capacités de supprimer les fichiers masqués et de désactiver, par exemple, le Windows Startup Repair. Donc le principal canal d'infection de ce ransomware est bien entendu le spam. Donc restez en alerte sur vos messageries. L'émetteur va se présenter sous la forme d'un Microsoft Voice avec un nom de domaine ou accompagné d'un objet voicemail from avec un numéro de téléphone bidon pour vous faire exécuter la pièce jointe qui est au format zip, qui contient un script Visual Basic qui lui va être en charge de télécharger le fichier malicieux. Donc les emails ont été émis en majorité depuis l'Inde et le Pakistan, la Chine, la cible essentiellement des entreprises qui travaillaient dans différents secteurs. Globe Imposter calque toutes ces principales caractéristiques du virus, Globe original, sauf qu'il va ajouter des extensions sur les chiffrés et donc les transformer en .html ou .hta, avec forcément des instructions de rançon sur chacun des dossiers qui ont été infectés au niveau de l'ordinateur. Bon, la bonne nouvelle est que le virus ne déforme pas le nom générique de vos fichiers originaux, donc ça c'est déjà bien pour savoir quels sont les fichiers qu'on souhaiterait récupérer ou savoir ceux qui ont été cryptés, comprendre un petit peu quels fichiers ont été
il y a déjà eu un outil de désencryption qui a été monté face à cette menace. Le plus drôle, c'est que Globe Imposter est le nom qu'on lui a attribué au niveau de l'industrie de la sécurité. Et quand on regarde un petit peu les codes, on s'aperçoit que les créateurs de ce ransomware n'aiment pas d'avoir été dénominés comme imposteurs. Alors bien entendu, les solutions Malwarebytes et notamment le module anti-ransomware ont bloqué dès le départ cette menace, l'ayant bien identifié comme un ransomware. Alors j'avais dit qu'on ne parlerait pas forcément des grands noms qui perturbent de manière permanente l'encryption et le mode et les rançons logiciels. Loki a été énormément distribué par du courrier malveillant, même si on a l'habitude de ce type de campagne. Je voulais juste montrer un petit peu l'évolution dans le temps sur Loki. Tout le monde pensait que Loki était mort et pourtant il est en train de faire son retour. Comme vous pouvez le voir ici sur la liste, on voit les évolutions de Loki avec les différents acronymes qu'on lui a affectés, les différentes dates, et on voit que systématiquement on a des cybercriminels qui mettent à jour ces versions. Alors, comme on le voit, en début février, on a eu Loki l'année dernière. J'ai un bug. Vous m'entendez? Nicolas? Oui. Oui. Moi, je t'entends bien. C'est le cas de tout le monde. Alors, je bouge pas. J'ai un petit souci. Hop, est-ce que ça fonctionne? Oui, ok, c'est bon, ça fonctionne. Alors, excusez-moi pour ce petit incident. Donc, comme on le voit, en début de février de l'année dernière, il s'appelait Loki. Il a évolué. En 1 an et demi, presque 2 ans, on a récupéré du Zepto, du Lodin, du Tor, du ZZZ. Bon, très clairement, on constate que ces créateurs sont des fanatiques de mythologie. En septembre, nous avons eu Icol. Alors, si on les pèle à l'envers, en fait, on s'aperçoit que ça veut dire Loki. Donc, est-ce qu'ils voulaient conserver des extensions identiques? On ne sait pas. On pourrait très bien voir des évolutions venir encore. On pourrait l'appeler Foresti, qui était le lieu de la justice, qui pourrait être repris par des activistes sur une campagne de lutte contre n'importe quels éléments à travers le monde. Ou pourquoi pas avoir demain une campagne de spam d'une amoureuse secrète qui déclarerait sa flamme et qui vous infecterait avec du Frigg, qui était la déesse de l'amour et la femme d'Odin. Qui sait, nous allons voir et nous allons suivre ces éléments avec attention, sachant qu'il ne manque pas d'imagination. Alors, malgré qu'il utilise toujours les mêmes fonctionnalités, ces menaces restent dangereuses, toujours diffusées par du mail. Donc faites attention toujours à être très affûté sur l'ouverture des mails. Bien entendu, pour lutter contre ces ransomware, avoir un module spécifique qui lutte contre l'encryption est quelque chose de très important, comme nous le fournissons. Bien entendu, avoir aussi des systèmes de backup bien étudiés, bien préparés, bien installés, notamment pourquoi pas du backup dans le cloud avec de l'authentification à 2 facteurs pour s'assurer que si demain votre cloud provider deviendrait à être attaqué comme un Equifax ou un Deloitte, vos données restent sécurisées par de l'encryption. Cette fois-ci que vous maîtriseriez. TrickBot. On aborde TrickBot, qui est un malware qui est très sophistiqué, qui est très clairement orienté sur le vol de data, le vol d'informations, n'est qu'une partie des capacités de ce malware. Il est soupçonné d'être à l'origine du projet d'Ireza ou d'Iriz, qui avait été arrêté en 2015 à Moscou. Donc, TrickBot avait commencé aux US l'année dernière.
Puis depuis peu, il s'est attaqué à l'Europe et plus particulièrement de manière très massive en France, visant des entités d'entreprises très spécifiques à tout ce qui tourne autour des finances, gestion de patrimoine et autres. Il est arrivé aussi au Royaume-Uni et à des fonctionnalités bien plus élaborées que Viriza. Donc la préoccupation principale étant que ces nouvelles évolutions le rendent extrêmement dangereux. Comme on peut le voir ici dans la capture d'écran, on a converti le code pour qu'il soit un peu plus lisible pour l'œil humain. Je vais l'agrandir un peu parce que je commence à être vieux et je ne vois pas tout. Donc quand on voit en haut, on voit qu'on peut distinguer des choses comme Outlook. Et en fait, notamment, c'est des clés de registre qui permettent de garder la trace des profils Outlook. Fondamentalement, en utilisant ce type de code, on va être capable notamment de voler des informations de contact à partir d'Outlook. On va disposer aussi de capacités de voler tout ce qui est les mots de passe dans vos navigateurs, notamment Internet Explorer et autres, et remonter ces informations et les renvoyer aux équipes qui ont élaboré le dernier TrickBot. Donc, il va être très évolué dans le sens où il est déjà doté de fonctionnalités lui permettant de ne pas se déclencher dans des environnements virtuels type sandboxing ou autre. Donc, ce genre de technologie sur lequel on a pu investir pendant un moment, parce que c'était la mode pour pouvoir lutter contre les ransomware, sont totalement inutiles. Et on s'en aperçoit un jour après jour. Le sandboxing est quelque chose qui devient très aisé pour les cybercriminels à bypasser, notamment rien qu'en vous forçant l'utilisateur à appliquer le petit bouton « J'active les macros ». Les campagnes de TrickBot ont été adoptées sur la même formule que les campagnes de ransomware JAF, que l'on avait présenté cet été lors d'un webinar, où on avait un email d'envoi avec un type facture ou envoi automatique de scanner. Et dans les deux cas de ces vagues, on adaptait la langue utilisée au pays de la cible. Donc cette vague avait été utilisée et TrickBot est utilisé en utilisant le réseau de botnet Netures, qui est très très puissant, qui a été connu dans les prémices avec Dridex et qui a une force de frappe vraiment extraordinaire. TrickBot a été vu la première fois en 1 heure avec plus de 500 000 mails qui étaient passés en ciblant la France. Donc c'est quelque chose qui arrive aisément à passer tous les systèmes de IP réputation ou autres, puisqu'on va utiliser les botnets, donc des PC avec des adresses IP publiques qui n'ont pas encore été blacklistées et qui est très difficile à bloquer au niveau des solutions de sécurité anti-spam ou autres. Il est fourni avec une pièce jointe dans le mail, incluant un fichier PDF qui va avoir un XLMS embarqué, qui va télécharger le trojan bancaire et sa charge utile. Le trojan intègre des fonctionnalités qui évoluent. Donc maintenant, on a bien remarqué qu'il était polymorphe et donc capable de réaliser plusieurs actions sur demande en fonction du moment où il a été élaboré. La charge utile, elle, ne va pas se déclencher, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les environnements de sandboxing. Bon, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans la technique, il est programmé en C++ et il va être capable de pouvoir interagir avec votre gestionnaire de tâches Windows. Les premiers échantillons visaient à récolter simplement des informations système. Le dernier bot qu'on a remarqué dispose d'un module d'injection de code dans les pages web pour pouvoir récupérer vos logins et mots de passe sur des sites connus. Il va utiliser tout ce qui est aujourd'hui le protocole SMB, donc si ça n'a pas été patché, il va falloir le faire rapidement pour pouvoir s'infiltrer sur tous les systèmes cibles. Et il va avoir cette capacité d'analyse du réseau local dans un domaine. Donc une fois le logiciel malveillant infiltré sur votre réseau, il va avoir toute amplitude pour faire de la découverte avec le protocole LDAP, d'utiliser vos services Active Directory. Et si la recherche, la fonction n'est pas encore tout à fait complète, sa mise en œuvre n'a pas encore été totalement optimisée. Donc il faut s'attendre à des optimisations et il y a des dégâts de plus en plus importants au niveau de ce cheval de Troie. Il va contenir essentiellement sur la partie réseau deux fonctions. Le Machine Finder, donc, qui est un module qui répertoire tous les serveurs disponibles sur le réseau. C'est la première reconnaissance que va faire TrickBot pour infiltrer le système. Et ensuite, il va faire un NetScan pour énumérer tous
tous les répertoires locaux actifs et utiliser des commandes intégrées. Donc l'un des principaux objectifs de ce programme, ça va être de pouvoir lancer des instances PowerShell qui vont récupérer des échantillons de TrickBot secondaires qui vont rendre accessibles sous le nom de setup.exe, créer un partage web, partage de fichiers pour pouvoir infecter les autres machines. Donc il a déjà occasionné pas mal de dégâts, comme on l'a vu avec NotPetya, WannaCry. Il dispose vraiment de ces capacités de propagation à travers le réseau de manière très intensive. Donc ça nous montre que ces capacités de mutation, de polymorphisme sont en vogue. Il est très fort à parier que ça va encore évoluer au niveau de TrickBot et de ces nouvelles menaces au niveau du réseau. Alors je ne sais plus. Alors avant de passer sur Emotet, vous avez sûrement entendu parler il y a très peu de temps de Bad Rabbit. Bad Rabbit est un ransomware qui a été répandu très rapidement le 24 octobre. Il a été désactivé. Donc ça pourrait être un soupçon d'une nouvelle évolution de NotPetya ou d'EternalPetya. Ce qui est très confus, c'est que ce n'est pas le créateur originel de Petya qui l'a fait. Donc Bad Rabbit, pour pouvoir être infecté par Bad Rabbit, vous avez été sûrement victime d'une redirection sur des sites qui ont été infectés par ces cybercriminels. En cliquant sur les liens, vous deviez soi-disant mettre à jour votre Flash Player et télécharger ce fameux fichier redoutable qui se lançait derrière et commencer à crypter les fichiers. L'objet malicieux ressemblait effectivement à une installation de Flash Player et en réalité visait quelque chose de précis, c'est pousser l'utilisateur à lancer le mode administrateur et de là avoir un accès au maximum de choses sur l'ordinateur. À la différence des récents malwares, Bad Rabbit n'exploite pas de faille Windows, mais il s'appuie sur de l'ingénierie sociale, donc c'est-à-dire qu'on va être capable de pouvoir flouter l'utilisateur. Donc si l'identité des attaquants de ce ransomware reste encore un petit peu inconnue, on a remarqué que dans les codes, les créateurs de ce ransomware sont des fans inconditionnels de Game of Thrones, puisqu'on a retrouvé différents fichiers où on retrouve les noms des dragons de Game of Thrones. Alors certes, ils visaient les pays de l'Est, mais aujourd'hui, dans un monde hyper connecté avec des sociétés qui ont une envergure mondiale, rien n'empêche ces entreprises de ramener ces menaces sur le territoire national avec cette hyperconvergence et infecter après toutes les machines autour d'elles. Donc, on le constate tous les jours, ces cybercriminels rivalisent d'ingéniosité. Il est fort à parier que pour cette fin d'année, nous allons avoir encore des vagues très sophistiquées qui vont arriver. Donc, si Bad Rabbit a été désactivé, c'est qu'il faut surtout se poser la question de est-ce que ça n'était pas un test pour une attaque de plus grande ampleur, comme on l'a vu dans le passé. Emotet. Alors, en parlant de Emotet, c'est un cheval de Troie bancaire qui va essayer de vous voler tous les identifiants bancaires, numéro de carte bleue, et récupérer ces informations à partir d'un formulaire, aux seules fins de collecter vos informations personnelles et de vous voler votre argent. Alors le piège était dissimulé dans un document Word. C'est assez classique aujourd'hui. Sa spécialité, c'est la collecte d'identifiants de services de banque en ligne. Les auteurs des momettes ont multiplié différentes astuces pour assurer sa propagation. Lui, il va avoir une particularité, c'est qu'il va avoir la capacité de parcourir votre fichier PST d'Outlook pour y collecter des adresses mail de futurs destinataires et donc les transmettre au serveur de commande et de contrôle. Ce dernier va vous fournir sur votre machine qui est infectée un template
qui va être utilisé pour pouvoir le transmettre à ces nouvelles cibles et ainsi à la liste de vos adresses. Le logiciel malveillant va se charger d'envoyer directement le mail malicieux aux différentes victimes. C'est un script qui basiquement est intégré dans le document. Hein. Il va tirer parti du PowerShell, qui va lui permettre de pouvoir télécharger d'autres logiciels malveillants qui vont s'installer sur le système. Donc là, on voit que le document Office va vous indiquer, j'ai pas mis l'animation, on la voit, voilà. Le document Office va vous indiquer différentes choses, ça dépend des évolutions, il va vous dire c'est un fichier temporaire, pour pouvoir le consulter, il faut activer les modifications, ou c'est une version différente qui a été utilisée pour Word, cliquez sur ce bouton pour pouvoir afficher le contenu correctement, il va y avoir différentes astuces pour forcer l'utilisateur à cliquer sur ce bouton. Il faut bien prendre en compte que l'utilisation de l'utilisateur permet de pouvoir faire le premier mode d'évasion d'un sandboxing. Le sandboxing activera pas forcément la macro à la place de l'utilisateur. Donc la nouvelle fonctionnalité qui a été dotée, là on l'a vu sur les évolutions des monettes, c'est qu'il est très furtif et il a récemment récupéré des capacités de recréer la charge utile à quelques heures d'intervalle. Donc ce qui va permettre de pouvoir bypasser toutes les solutions qui sont basées sur de la signature et elle va être automatiquement transmise aux différents nœuds qui sont affectés. Le but, c'est d'échapper durablement à toutes les solutions de sécurité, comme je viens de le dire. Ce type de menace, ces programmes de détection de réseau est très dangereux parce qu'il opère sans interaction directe de l'utilisateur. Là, le téléchargement des monettes s'accompagnait d'une liste d'URL bancaires, les plus connues. La plupart étaient basés sur des banques allemandes, mais il suffit d'attendre un petit peu une évolution French-made pour que cela arrive. Et quand l'utilisateur affecté visitait une de ces URL, Emonet était conçu pour enregistrer toutes les données qui étaient transférées entre l'utilisateur et le site en question. Même si votre site est affiché en HTTPS et protégé par le programme TLS, aujourd'hui, ce sur quoi on avait confiance dans nos navigateurs, ce petit cadenas ou l'HTTPS, sont des choses sur lesquelles, hélas, on peut plus se fier en termes de sécurité. Donc il a été vu cette année, il a été vu l'année dernière, on a une augmentation significative de tout ce qui est kit d'exploitation qui vont utiliser ce type de technique d'infection dans le document Word. Ce sont des processus qui ne sont pas forcément simples à intégrer un malware dans un document Word. On l'a vu avec JAF par exemple, où on passait d'une pièce jointe avec un VB script qui demandait l'ouverture d'un fichier doc qui lui exécutait une macro. Tout ça, bien entendu, c'est fait pour pouvoir passer à l'as des solutions mises en place en termes de sécurité et ça ne va pas s'arrêter. Le monde merveilleux du Mac, comme tout à chacun le sait, aujourd'hui, on a énormément d'escroqueries qui tournent autour des différents écosystèmes et Mac n'est plus à l'abri. Donc, je suppose que tout le monde connaît des gens qui utilisent du Mac et qui sourient quand on leur parle de sécurité informatique, de nouvelles menaces, parce qu'ils se pensent à l'abri, mais ce temps est révolu. Mac n'est plus un bastion qui est totalement libre de toutes ces nouvelles menaces. Les dernières années, on a eu une augmentation assez importante en termes de malware qui ont frappé du Mac, plus de 2400% d'augmentation. Donc le Mac Power, c'est terminé. On a fait différents séminaires en ligne, différents rapports, des vidéos sur les différents types de menaces qui ont impacté les Mac. On va continuer à le dire, le monde Mac maintenant est aussi accessible aux cybercriminels que le monde Windows. Donc aujourd'hui, vous avez un Mac, il faut vraiment se poser la question et se dire, il va peut-être falloir que je me dote d'un logiciel de sécurité pour mon Mac. Quand on va lancer des scans sur les Mac, on va trouver énormément de pubs, de malware. Les ransomware sont plutôt encore contenus,
mais c'est qu'une question de temps à ce niveau-là. Donc ça devient de pire en pire, et le marché Apple aujourd'hui intéresse les cybercriminels, même si ça représente qu'une niche très infime par rapport à la rentabilité de masse que fournit Microsoft. Ça reste quelque chose de très intéressant pour les cybercriminels, tout simplement parce qu'on va voir différentes choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, le monde Mac est un monde qui est orienté sur différentes populations qui sont vraiment des populations VIP. Aujourd'hui, dans les grandes entreprises, tous les managers, les directeurs sont souvent pourvus de Mac et sont souvent des personnes qui ont plus de moyens que la normale, donc des cibles de choix en termes d'arnaque pour les cybercriminels. Excusez-moi. Donc, aujourd'hui, on va avoir énormément de pubs qui vont essayer d'infecter le monde Mac. Et les plus audacieux vont utiliser des tactiques assez intéressantes. Nous commençons à avoir des logiciels publicitaires qui vont intégrer de la partie de spyware, des logiciels espions, pour pouvoir récupérer pas mal d'informations sur les Mac. Dans nos rapports, il y a différentes familles qui sont très intéressantes. Je vous conseille vivement d'aller regarder sur notre blog ce que l'on a pu découvrir sur l'environnement Mac. Donc, on va le voir en fonction de ces différents malwares. On peut même les récupérer sur ce qui était jusqu'alors quelque chose de plutôt reconnu comme propre, qui était donc le Mac Store. Donc aujourd'hui, on a carrément des entreprises qui se montent pour pouvoir intégrer dans des logiciels anodins ces fameux pubs qui vont derrière avoir des intentions très néfastes au niveau de votre Mac, donc des backdoors, des choses comme ça, qui vont venir interagir. Donc les pubs, ça va être différentes techniques. Classiquement, aujourd'hui, autour du Mac, c'est toujours le même mode opératoire, souvent de l'email, qui va être la technique la plus utilisée. Mais on a aussi énormément d'explosions autour des sites de téléchargement. Donc ces fameuses barres vertes que vous voyez partout quand vous cherchez un logiciel avec écrit Download Me Now, souvent ce sont pas forcément des sites qui sont directement des sites éditeurs, mais qui sont des sites qui hébergent ces pubs contenus dans des bundleware, donc qui vont vous installer d'autres choses et pas uniquement le logiciel que vous savez souhaiter. Et ça repose tout simplement sur la vulnérabilité utilisateur. Donc les noms sont plus ou moins connus, puisqu'ils vont varier en fonction du pays, ils vont être personnalisés en fonction de l'environnement qui a été ciblé. Un petit tableau basé sur nos éléments de détection, les différentes sondes et pots de miel que nous avons à travers le monde, ainsi que les remontées de statistiques des utilisateurs qui vont utiliser notre outil de scan gratuit, grand public. Donc on va voir ici un petit échantillon de ce que l'on peut détecter à travers le monde. Donc au-delà de Loki, Cerber, on voit qu'on va avoir différentes choses, des trojans, des spyware, des ransomware, donc Global Poster qu'on a évoqué tout à l'heure, des crypto-lockers. Tous ces éléments-là aujourd'hui sont récupérés par notre détection générique. Donc certains noms, même si on les reconnaît, ont des spécificités en termes de logiciels malveillants. Ils ont été créés, ils ont été en général bien obscurcis pour pouvoir passer à toutes les solutions de sécurité. La première détection au cours du dernier trimestre, ça a été le trojan Malpac, qui est un terme générique de détection que nous utilisons pour les logiciels malveillants, qui sont brouillés à un point que des fois il est très difficile de reconnaître sa famille. Par contre, l'avantage avec Malwarebytes, c'est qu'étant basé que sur de l'analyse de comportement ou de l'analyse sur la catégorie pour détecter au plus tôt une chaîne d'attaque et une menace, on a détecté la fonctionnalité de ce trojan et donc on le classifie directement dans la case de trojan. C'est ce qui permet d'être très réactif. Donc
Quand on ne connaît rien de l'industrie de l'antivirus, ben, en général, ils essayent tous de se baser sur de la signature, alors que de la détection générique est beaucoup plus intéressante. C'est essentiellement ce qu'il y a sur une partie de nos détections, qui nous permet de pouvoir arrêter très rapidement un malware, quelle que soit sa forme, quelles que soient les modifications qui lui ont été apportées. Un ransomware qui s'appelle PK, WannaCry, Loki, Odin, sa catégorie, c'est d'être un ransomware. À partir du moment où on le détecte, c'est l'essentiel, protéger nos utilisateurs, protéger les entreprises qui ont fait confiance en Malwarebytes. On va bloquer l'attaque et après, on se préoccupera de définir si c'était Loki, Odin ou un autre ransomware. Donc on peut voir également où est-ce qu'il est. Il n'est pas là. Il est ici. Non, il n'est pas là. Alors, on a différentes choses. Il y a eu par exemple un spyware qui s'appelait Pony, les amis, Cerber, Loki, tous ces ransomware et autres logiciels espions, qu'on peut appeler aussi des Loki bots, font partie de nos détections primaires. On en a eu énormément le dernier trimestre. Il n'y a aucun doute que les modifications, des fois, sont infimes, rien que pour pouvoir bypasser les solutions de sécurité. Il suffit juste de mettre des caractères nuls ou la modification d'un seul caractère avant de régénérer le package pour permettre de pouvoir passer à l'as toutes les solutions de sécurité classiques. Donc, on a des tonnes et des tonnes de ransomware, différents types de logiciels malveillants qui vont avoir différentes fonctionnalités. En ce moment, on voit de plus en plus de trojans banking, comme on l'a évoqué, de plus en plus de botnets qui vont utiliser ce type d'exploit kit pour pouvoir diffuser et ramener de l'argent aux cybercriminels. Donc, les trojans type Malpack vont essentiellement encore perdurer au niveau de la sécurité des entreprises. Alors, ces ransomware, on le constate, sont de moins en moins rentables, de par le fait que les clients utilisent des solutions de sauvegarde, mais aussi aujourd'hui, beaucoup de nos clients ont ce module anti-ransomware qui leur permet de ne plus être une victime au niveau de leur sécurité. Si on voit, par exemple, différents kits d'exploits qui ont été utilisés, notamment par exemple Princess, qui a été un ransomware qui avait été diffusé l'année dernière par des exploits kits et par une campagne de mail. On l'a vu évoluer cette année, être mis au goût du jour en passant par du drive download, donc passant d'une infection via une pièce jointe par mail, maintenant vous le récupérez via un site web en téléchargement. Il faut comprendre ce qu'est un kit d'exploitation, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent, des kits d'exploit ou des exploits kits, et ça peut être un petit peu nébuleux pour les clients. Donc en fait, les kits d'exploit tiennent à leur facilité d'utilisation. Ce sont les boîtes à outils allouées principalement pour des buts de compétences techniques qui ne sont pas forcément très férues de la part de certains cybercriminels et qui ne vont pas avoir besoin de créer, implémenter directement le code malveillant lui-même. Donc on a de nombreux kits d'exploit qui s'accompagnent même désormais d'interfaces très ergonomiques permettant aux malfaiteurs de gérer, surveiller leur malware tout au long d'une campagne, voir combien de postes ils ont infectés, voire même directement presque un compteur qui affiche le nombre d'argent qu'ils gagnent à la minute. Mais en règle générale, l'exploit kit ou le kit d'exploitation va comprendre 3 composants. Le back-end, donc c'est votre dashboard sur lequel vous allez avoir le tableau de commande avec les charges de vos menaces malveillantes. On va avoir une couche intermédiaire qui, elle, c'est le site d'hébergement qui va héberger votre charge utile, votre ransomware et permettre d'être là pour établir la liaison dans un tunnel HTTPS avec la cible qui aura été infectée, avec votre back-end, et ensuite la couche proxy. Donc c'est là où on va avoir directement tout l'aspect victime, la chaîne d'infection exploitation qui va demeurer en outre largement similaire pour les différents éléments. Donc dans le kit, la victime va se rendre soit sur un site web, soit avoir été touchée par une pièce jointe, et ensuite elle va être redirigée vers différents serveurs intermédiaires. De façon insu, le serveur hébergeant le kit d'exploitation
va installer, en ayant trouvé une faille, une vulnérabilité logicielle, les éléments nécessaires à pouvoir prendre le contrôle ou crypter les différents éléments de votre machine. Donc voilà ce qu'est un exploit kit. Et c'est là où on voit que aujourd'hui, ça explose, puisque c'est tellement simple d'utilisation. Pour très peu d'investissement, on va peut-être avoir la capacité d'en tirer quand même des sommes assez rondelettes. Souvent accompagné de campagnes publicitaires qui vont pousser soit l'agent Astrum, soit l'exploit kit via Adégolas, qui sont des réseaux publicitaires. Donc là, on ne va plus venir infecter un site web parce que ça peut être compliqué, il peut y avoir les sécurités, le site web peut être par exemple en lecture seule, bon ça c'est le minimum, mais il peut être réécrasé toutes les heures ou autre. On va venir infecter une régie publicitaire. L'avantage, c'est qu'une régie publicitaire, elle est diffusée sur des milliers de sites web, donc on va avoir de l'infection de masse et donc plus de rentabilité. Avec d'expérience, des exploits de kits comme Terror qui vont utiliser de l'HTTPS sont quelque chose qui sont vus fréquemment. On va avoir différents couples de familles d'exploits de kits qui vont utiliser du SSL, du SSH pour crypter et obscurcir le trafic réseau en temps réel, permettant de passer à l'as tous les éléments de sécurité périmétrique qu'on peut avoir. Beaucoup d'organisations sont dotées de différentes sondes, du NDIS et autres, qui permettent de pouvoir bloquer le trafic classique. Donc c'est pour ça que des exploits de kits comme Terror vont pouvoir passer quand même à travers les mailles du filet. Bien entendu, nous avons côté client plus de 4 couches de sécurité qui permettent de lutter contre ces exploits de kits et qui vont empêcher la cible d'être atteinte par ce type de menace grâce à Endpoint Protection de Malwarebytes. Enfin, on peut voir aussi différents types de ransomware qui restent toujours actifs, comme Blood Imposter, comme j'ai dit tout à l'heure, Princess Locker, avec ce beau logo qu'ils ont fait. Qui reviennent sans cesse et qui sont améliorés au fur et à mesure du temps. Alors, je vais me dépêcher, puisqu'a priori, on prend un peu de temps. Au niveau Android, c'est en ce moment quelque chose qui explose au niveau Android, que ce soit sur des Android tout à fait, entre guillemets, corporate ou qui ont été routés. Aujourd'hui, aucun Android n'est protégé. On l'a vu par exemple avec le Trojan Clicker, qui lui arrivait, qui fait partie d'une nouvelle famille qui vont venir faire de la fraude publicitaire à votre insu en utilisant les capacités de votre navigateur. Il va réacheminer le navigateur de votre téléphone et être pris sous le contrôle, permettant ainsi de pouvoir cliquer sur différentes publicités pour pouvoir engranger de l'argent pour les cybercriminels. La chose intéressante, c'est qu'en plus, il va être capable de scanner et voler la liste de vos contacts sur votre téléphone, par exemple, et après envoyer via un SMS des liens pour pouvoir infecter les personnes qui font partie de vos contacts. Les pubs, jusqu'à présent, on avait donc tout ce qui est programme potentiellement indésirable. Ce sont des choses qui étaient jusqu'à présent plutôt anodines, pas très menaçantes pour les postes. C'est juste des programmes qui permettaient de pouvoir rémunérer les développeurs ou les hébergeurs en ayant installé des programmes qui étaient non souhaités par l'utilisateur du poste. Là, on a des nouvelles choses qui apparaissent, notamment Smart Service ou Smart Screen, qui est un terme plus général décrivant une menace particulière qui va utiliser des fonctionnalités qui, elles, ne sont pas anodines. En fait, son rôle, par exemple, avec l'hardware Smart Screen, c'est qu'il va venir perturber le fonctionnement de votre Windows. Donc, en fait, ce kit va se connecter au niveau de Windows et va commencer à perturber
le fonctionnement de vos produits de sécurité, jusqu'à même voir des fois les désinstaller en fonction des versions que l'on a vues. Donc en fait, il va modifier votre certificat de sécurité et perturber ces opérations, ce qui va faire que Windows ne va plus avoir confiance au fonctionnement de vos solutions de sécurité, voire même certains désactivent ou désinstallent complètement les solutions de sécurité. Donc là, on est carrément sur des choses qui peuvent être très néfastes. En général, on peut voir qu'on est infecté par ce type de solution quand on va essayer d'installer un produit pour pouvoir désinfecter sa machine. Malwarebytes a une capacité qui s'appelle le caméléon, qui va permettre de pouvoir offusquer le fait que c'est une solution de sécurité qui va venir scanner la machine et nettoyer la machine. Maintenant, si vous essayez d'installer un antivirus du marché, il va être capable de le détecter et de vous empêcher de pouvoir installer une solution de sécurité. Donc on voit qu'on a des choses qui sont très évoluées aujourd'hui et qui commencent à être difficilement combattables au niveau des interfaces. On l'avait vu aussi avec AdwareFlex, ou plus connu peut-être aussi sous le nom de boule de feu le dernier trimestre. Donc lui faisait partie aussi des pupes et mettait en place une porte dérobée qui pouvait être utilisée par quiconque, permettant de pouvoir derrière installer d'autres malwares sur le système. Donc les créateurs de Fireball avaient déjà été arrêtés en Chine, mais on peut voir qu'il y a encore l'utilisation de leur technique et de leur malware, même si on a une diminution, il reste encore actif. Donc on va voir des statistiques au troisième trimestre, c'est évolutif en fonction des modes, en fonction des choses, au niveau des programmes. Donc je vous invite à par exemple aller voir notre site, notre remediation map, qui permet de voir les différentes solutions de sécurité, les différents utilisateurs qui lancent notre outil de scan pour nettoyer leur poste et voir quel acteur du marché est installé sur leur poste. Donc ça va être sur Malwarebytes/remediation map. Qui va vous permettre de voir en temps réel ces éléments-là. Bien entendu, je vous invite à nous rencontrer, sur lequel on pourra vous montrer des stats beaucoup plus fines au niveau de ces éléments. J'ai pris un peu de temps. Explosion en septembre-octobre pour la France, essentiellement sur tous les sites, les faux sites de support technique. Donc c'est bien connu, hein, vous allez avoir une page qui va vous indiquer que votre clé n'est plus héritée bloquée, ou que vous avez votre poste qui a été infecté par un virus, installez ce logiciel ou contactez le support technique. Donc vous arrivez bien souvent sur des call centers en Inde, et là ils vont prendre la main sur votre machine, vont faire 2-3 bidouilles pour vous montrer que votre poste est tarif et vous faire peur pour pouvoir vous faire payer différents forfaits pour soi-disant nettoyer votre machine qui n'est pas du tout infectée par différentes menaces. Donc on a eu une explosion assez forte en ce début de trimestre, en septembre-octobre. Et là on constate qu'il commence à avoir aussi une très forte apparition sur les sites anglophones. Donc on peut l'avoir aussi à travers ça. Chaque année, vous recevez normalement un mail d'avertissement de nos impôts qui vous disent attention, il y a du phishing ou des faux courriers au niveau du support technique de vos impôts qui vont vous dire attention, vous allez avoir différentes faux mails indiquant que vos numéros d'impôts ou vos impôts ont bien été pris en compte. Cliquez sur ce lien pour pouvoir modifier vos informations de sécurité. Ça fait toujours partie de ce genre de technique par les cybercriminels pour vous extorquer des informations. Le piratage, la violation des données, parce que je vois qu'on est très pris par le temps, donc je vais rapidement finir là-dessus. Aujourd'hui, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, notamment par exemple si on prend en compte le cas d'Eloitte, viennent d'assumer le fait qu'ils ont eu une faille de sécurité, qu'il y a eu un vol très important de données. Et c'était une faille qui avait été faite en fait en 2016. Donc aujourd'hui, toutes les sociétés mettent plus de 200 jours à détecter une faille et y amener une réponse. Pour cela, on va avoir des outils qui permettent d'accompagner les entreprises, soit
des agents, des systèmes agentless. Vous n'avez pas besoin de clients à installer sur une machine pour pouvoir détecter et nettoyer une machine, soit des choses plus graphiques avec un agent light qui permet de pouvoir scanner vos machines au lieu d'attendre que le comportement amène l'utilisateur à avoir un doute et à consulter le service informatique pour l'avertir. Donc on l'a vu avec Deloitte, on l'a vu aussi avec un groupe américain qui s'appelle Equifax, ou canadien, je ne sais plus. Le vol de données passe par ces failles et le fait qu'on mette énormément de temps à les détecter et à les corriger. Donc on a des solutions pour ça. N'hésitez pas à nous rencontrer. Et pour finir cette partie technique, José, je sais que j'ai énormément débordé. On le voit, les spams, la partie messagerie reste un vecteur d'infection apprécié par nos amis les hackers. Les chevaux de Troie bancaires sur lesquels il faut faire très attention. L'utilisation aujourd'hui du déplacement transverse à travers les réseaux est de plus en plus utilisé. Même si les kits d'exploit diminuent, ils sont encore utilisés et améliorés. Donc il faut faire attention, même que les protocoles SSL, HTTPS ne sont plus forcément fiables. Pour la partie Mac, bien entendu, il va falloir faire attention car le nombre de malware et de pubs sont croissants sur cette partie-là. On va avoir des nouvelles choses comme les rootkits et les smart screens qui ne sont plus limités qu'aux pubs. Une baisse de toute la partie adware et bien entendu le scanner, le piratage de vol de données sur lequel il faut lutter efficacement avec des solutions appropriées. Alors les prévisions, ça reste les mêmes, sauf qu'on va évoluer encore en termes de technique, on va évoluer en termes de victimes. Donc soyez bien à l'affût. Emotet, Trickbot vont évoluer, ils vont faire pas mal de dégâts. On va attendre, je pense, l'évolution de Bad Rabbit. Je ne sais pas comment ils vont le nommer, mais à mon avis, l'évolution va arriver et ça va être fracassant en termes de victimes. Le monde merveilleux de Mac n'est plus safe, même avec les éléments qui peuvent venir de la Play Store. Et il faut bien prendre en compte l'augmentation des victimes, que ce soit sur la partie Android, la partie privée, qui vont arriver. José, désolé, j'ai un peu tardé. Je te relaisse la main. Mais écoute, je te remercie Nicolas, il n'y a pas de raison d'être désolé. On a beaucoup de choses à dire, c'est des sujets intéressants, mais... Il y a toujours beaucoup de choses à dire. C'est un plaisir, en tout cas, si on a l'occasion de vous rencontrer, et c'est ce que l'on souhaiterait, et si ça peut faire du sens pour vous, vous verrez, on est toujours à court de temps, mais c'est aussi l'occasion de se revoir à nouveau. Donc merci pour toutes ces informations. Encore une fois, vous aurez de toute façon le lien pour revoir le contenu, nous contacter pour en savoir encore plus. Il y a une session donc de questions en fin. On va dépasser l'heure, donc on ira un petit peu au-delà des 10 heures, 10h10. Pour ceux qui peuvent rester avec nous, ça sera l'occasion de parler de ces questions. Mais donc je vais passer de manière assez rapide sur Malwarebytes, puisque Nicolas a quand même abordé certains sujets de réponse apportées par Malwarebytes. Beaucoup d'entre vous connaissent probablement Malwarebytes depuis l'origine, qui a été fondé par notre PDG actuel. Il a 27 ans sur une idée simple, c'est que une machine qui est infectée, il faut être capable de détecter la raison pour laquelle elle a été infectée, et puis surtout faire de la rémédiation. Autrement dit, supprimer la menace et puis toutes les modifications qui ont pu être engendrées par ces menaces. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs vecteurs d'infection. L'origine de Malwarebytes, c'était en 2004. On est en 2017. Les choses sont beaucoup plus complexes, ou en tout cas comportent des éléments que la technique traditionnelle n'arrive pas à bloquer, ni même détecter. Nicolas a évoqué tout à l'heure un élément important de la valeur que Malwarebytes apporte et qui jusqu'à présent n'était pas forcément très visible pour les utilisateurs, pour vous-même si vous vous intéressez à Malwarebytes. C'est en effet cette capacité de détecter
les infections sur les machines, sur les postes, malgré l'existence de solutions de sécurité. C'est ce qu'évoquait Nicolas sur la cartographie de rémédiation en live. Je vais vous envoyer un lien que vous pouvez consulter également sur notre site web, mais tout de suite par messagerie, je vous envoie le lien pour consulter cette carte. C'est la carte en temps réel de toutes les actions de rémédiation menées par Malwarebytes, c'est-à-dire une personne, une entreprise qui a son poste infecté, a un réflexe qui est un réflexe de confiance envers Malwarebytes, qui est de se dire bah, je veux savoir ce qui se passe sur ma machine et puis je veux que la solution puisse éradiquer ces menaces. C'est ce qu'on appelle la rémédiation. Et sur cette cartographie, vous voyez toutes les actions de rémédiation qui sont réalisées de par le monde. Aujourd'hui, on a plus de 500 millions de suppressions qui ont été réalisées jusqu'à présent. Je vais vous donner des éléments d'appréciation. Alors, je vais passer sur mon slide, on gagnera du temps. Voilà, des éléments d'appréciation qui font qu'aujourd'hui, Malwarebytes a un positionnement qui est assez unique dans la mesure où on est capable d'intervenir malgré les solutions de sécurité déjà en place, les solutions traditionnelles. On parle aujourd'hui de comportemental. Nicolas a évoqué les différentes, les différentes technologies que l'on met en œuvre. Donc il y a 500 000 téléchargements quotidiens de cette capacité de rémédiation. On a une activité aujourd'hui qui est fortement concentrée sur le marché de l'entreprise. Malwarebytes vient du consommateur et toutes les solutions que l'on porte aujourd'hui en termes de développement, c'est du développement à 100% Malwarebytes. On a fait quelques acquisitions récemment et le principal de la technologie, c'est Malwarebytes qui les développe. Et vraiment notre mission, c'est de faire en sorte que vos machines ou les machines de vos clients, lorsqu'elles ont été infectées, qu'on puisse intervenir pour éradiquer toutes ces infections. Et puis une fois qu'elles sont saines, et si vous décidez de mettre en place la protection avant même de faire de la rémédiation, c'est de s'assurer que l'on vient en effet casser la chaîne d'infection. Alors des entreprises qui aujourd'hui nous font confiance, on en a plus de 10 000 au travers le monde. Alors ici quelques entreprises qui sont plus qui ont une envergure internationale, mais sachez qu'en France, on a démarré l'activité il y a un peu plus d'un an. On travaille aujourd'hui avec des entreprises du secteur privé, du secteur public, et qui se posent toute cette question. J'ai des solutions en place et malgré tout, j'ai des alertes très régulièrement. J'ai des attaques. Ça, c'est quand j'ai une alerte. Mais qu'en est-il des attaques qui ne donnent pas lieu à des alertes parce que les systèmes en place n'arrivent pas à les détecter? Et c'est là que 99% les entreprises font appel à Malwarebytes. Donc ça passe par de l'innovation, bien sûr. Je vous parlais du développement 100% Malwarebytes qui a donné lieu et qui donne régulièrement lieu également à des distinctions. On est entré au Gartner début d'année. On a d'autres nouveautés qui arriveront pour l'année 2018. Donc c'est une constante course à l'innovation et qui fait que Malwarebytes est en effet choisi pour ça. Donc sur la stratégie de protection, je vais vraiment aller très court là-dessus. Puis comme disait Nicolas, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut vous faire des démonstrations beaucoup plus détaillées. Mais vraiment l'idée qu'il faut retenir pour ceux qui découvrent Malwarebytes pour la première fois ou qui souhaitent en connaître encore plus, c'est qu'on a en effet une approche dite en couches de protection, différentes technologies qui nous permettent d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne d'attaque. On parle
d'actions de pré-exécution et de post-exécution. Nicolas évoquait les charges finalement qui sont délivrées par les malwares. Ce qui est le plus visible, c'est les ransomware. On a fait des études également avec Osterman et IDC, et la préoccupation des entreprises à plus de 90%, c'est l'impact des ransomware. Il y a aussi d'autres enjeux qui sont les infiltrations, on l'a vu par mail. Une technologie traditionnelle aujourd'hui est limitée à cette phase de post-exécution. C'est-à-dire que c'est quasiment déjà trop tard. C'est-à-dire que la menace est déjà sur la machine, elle est latente. Nicolas évoquait un élément important également, c'est cette période pendant laquelle la menace est sur la machine et puis le jour où elle se déclenche, il a pu se passer plusieurs semaines, plusieurs mois. Ah, José, on t'a perdu. Alors, il semble que José ait un petit souci de micro, donc je vais essayer de reprendre les éléments sur sa partie. Donc on va avoir, comme l'expliquait José, différentes solutions permettant d'avoir non seulement des techniques de protection et de défense en temps réel, puisqu'on a plus de 7 couches, permettant d'avoir des différentes actions en fonction des menaces et en fonction du mode de livraison qui est fait. Et on va avoir bien entendu cette partie remédiation, comme j'expliquais tout à l'heure, qui va nous permettre de ne pas attendre ces 200 jours avant de détecter une faille et d'y amener une réponse. On va avoir cette capacité de réagir et de faire du proactif avec des impacts minimaux, mais en ayant des scans tous les jours pour se prévenir de différentes menaces. Tant que José ne revient pas, je vais continuer son speech. Donc, comme on l'évoquait, deux choses. L'incident response avec soit un client classique léger qui va uniquement être là au moment d'un scan et d'un scan planifié ou à la demande par l'administrateur. Et on va avoir aussi deux outils qui vont nous permettre de pouvoir faire du scan en mode agentless pour des environnements critiques ou des environnements sur lesquels on ne veut pas modifier la conception du poste. Je pense notamment par exemple à des caisses de magasins, des milieux industriels, la chaîne industrielle, où là on va pouvoir utiliser toute notre capacité de détection et de suppression des malwares en profondeur par un exécutable autonome, et on va avoir un autre élément qui est le Forensic Timeliner, qui est un petit outil qui va vous permettre d'avoir le bon réflexe jusqu'au bout. Aujourd'hui, quand un ransomware est détecté sur une entreprise, on va avoir la première problématique qui est mon patient zéro a été infecté par un ransomware, je l'isole du réseau et j'écrase la machine. Dans l'étude Osterman, 40% des entreprises ne savent pas comment elles ont été infectées. Des fois, c'est des ransomware qui vont s'exécuter bien après qu'on ait, on ait exécuté le fichier. Donc, Forensic Timeliner va permettre non seulement une fois que vous avez retiré la machine du réseau, de collecter toutes les informations sur le poste, donc les journaux, USN, les historiques de navigation, etc., et les consolider dans un fichier CSV en conservant la chronologie, permettant de faire une analyse post-mortem du poste pour savoir quelle a été la faille exploitée et comment corriger cette faille. Et d'un point de vue légal, ça va vous permettre de conserver des éléments et de les archiver. Donc Malwarebytes est aujourd'hui un des éléments, ça a changé de slide tout seul. Le deuxième élément, c'est la protection en temps réel, où là, en plus, on va amener toute la partie proactive et réactive face à une attaque en temps réel, sans signature, qu'avec de l'analyse comportementale au niveau de nos produits. Donc, Malwarebytes, depuis 2004, on œuvre à être différent, à avoir des solutions qui sont innovantes, qui vont bien au-delà de simplement détecter un antivirus, un trojan, mais tout ce qui va venir polluer les environnements des entreprises. On a cette visibilité et cette capacité de pouvoir voir au sens large ce qu'est un malware, puisqu'on lutte contre ces malwares depuis très longtemps.
et on est devenu le standard en termes de remédiation au niveau mondial, avec plus de 500 millions d'utilisateurs. Donc si vous avez des questions, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous consulter, soit via vos revendeurs, soit on va être sur des salons. Là, on va passer sur le Cloud Expo notamment, on va être au FIC. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter via la fiche de contact sur le site web. On vous enverra quelques éléments suite à ce webinaire. Je vous remercie pour votre temps et donc je vous souhaite une très bonne journée et j'espère pour vous une vie sans malware. En tout cas, c'est le cas pour les utilisateurs de nos solutions. Merci à tous. Désolé pour ce petit débordement en termes de temps et je vous dis à très bientôt. Bon, José, je ne sais pas si tu es revenu. J'ai regardé les quelques questions. Je vous apporterai des réponses, notamment à Loïc. Pour la partie présentation, vous avez ces éléments-là dans notre rapport qui est téléchargeable sur le blog ou sur notre site. On vous enverra le lien où vous allez avoir tous ces éléments-là. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps et on répondra à différents éléments au niveau des questions. Une petite question rapidement. Est-ce qu'on a les éléments nécessaires pour être certifié via l'ANSSI? L'ANSSI demande des codes sources, etc. pour pouvoir être estampillé ANSSI. Je sais qu'on discute avec différentes personnes justement autour de l'ANSSI en interne, donc on y travaille, mais pour l'instant nous ne sommes pas encore certifiés ANSSI. Sachant que on a racheté ADW Cleaner il n'y a pas très longtemps, donc on pourrait voir pourquoi pas, vu que maintenant il y a du français dans la solution Malwarebytes, se rapprocher d'Exatrust ou voir l'ANSSI pour discuter avec eux. Mais pour l'instant, on n'a pas de certification au niveau de l'ANSSI. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et donc, je vous dis à très bientôt sur le réseau.